Beaucoup de producteurs me disent avoir peur de faire des aménagements ou de laisser les bordures pousser, les bordures de fossés, les bandes riveraines et tout ça, parce qu'ils ont peur d'avoir plus de ravageurs. Dans les faits, les données démontrent clairement que oui, il y a plus d'espèces herbivores, donc qui s'alimentent sur les plantes en bordure, mais par contre, la majorité de ces espèces-là ne sont pas des ravageurs des cultures adjacentes. Pour beaucoup de cultures, dans le fond, ces aménagements-là vont juste permettre d'avoir des proies alternatives pour nos ennemis naturels, nos prédateurs, nos coccinelles, les guêpes parasitoïdes, qui vont donc être présentes lorsqu'il va y avoir des ravageurs dans le champ adjacent et vont pouvoir se disperser vers le champ. Donc, c'est un peu un mythe de penser que les aménagements vont augmenter nos ravageurs dans le champ. Il faut faire attention, certaines cultures, les cultures fruitières par exemple, ont des particularités. Certains des ravageurs qui se retrouvent dans les cultures fruitières vont aussi être sur certaines espèces d'arbustes fruitiers. Je pense à la drosophile à L-tacheté par exemple. Donc, c'est de faire attention aux espèces qui sont dans les aménagements, qui pour certains des ravageurs particuliers. Et ça, on peut parler avec notre conseiller, on peut aussi faire juste des retraits de certaines espèces et non pas de l'entièreté de la bande de la fauchée. Un mythe sur les reptiles et les amphibiens en milieu agricole, il y en a plusieurs. Je pourrais en prendre un qu'on a peur de ces animaux-là, souvent. On a une peur injustifiée totalement des amphibiens et des reptiles, surtout des couleuvres quand même, parce que ça reste des serpents. Mais on est chanceux. Au Québec, on a 36 espèces d'amphibiens et de reptiles indigènes. Puis aucun d'entre eux est venimeux ou dangereux pour l'humain. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. C'est des animaux qui vont préférer la fuite que la confrontation. Ils ne sont aucunement agressifs. Les deux groupes d'espèces que j'aborde, soit les chauves-souris et les oiseaux, clairement que les chauves-souris se démarquent là, en termes de quantité de mythes auxquels ils sont rattachés. Notamment quand on en a dans la maison ou dans le garage, on pense que les chauves-souris peuvent aller gruger les matériaux comme des fils électriques ou même la structure de la maison ou même voir l'isolation. Par contre, c'est totalement faux. Au contraire des rongeurs qui, eux, peuvent le faire, les chauves-souris n'ont pas la capacité de le faire, même si elles ont de petites dents, mais qui sont plus pour capter des proies là, quand elles chassent. Si j'aurais à détruire un mythe sur la présence de faune en milieu agricole, malheureusement, pour un certain nombre de producteurs, la présence de plusieurs espèces fauniques en milieu agricole est perçue comme risquée, voire dommageable, et entraîne plus d'inconvénients que d'avantages. Les principaux services écosystémiques que nos aménagements pour la biodiversité peuvent apporter pour les insectes, c'est deux services, le service de pollinisation et le service de lutte biologique. C'est 50% du service de pollinisation qui est apporté par les espèces indigènes qui ont des besoins vraiment plus spécifiques au niveau des aménagements, des bordures en fait de champs, que ce soit pour leur site d'hibernation, leur site de nidification, l'alimentation aussi, donc les fleurs qui vont être présentes toute la saison pour pouvoir soutenir les différentes espèces qui vont être présentes à différents moments de la saison. Donc, on a des besoins vraiment plus particuliers pour les pollinisateurs. Et pour la lutte biologique aussi, les prédateurs et les parasitoïdes vont avoir des besoins, entre autres, de fleurs, de pollen, que ce soit les prédateurs, que ce soit les guêpes parasitoïdes. Ils peuvent se soutenir et ils ont besoin absolument de pollen de fleurs ou de nectar de fleurs pour passer à travers leur saison. Le bénéfice principal des amphibiens et des reptiles en milieu agricole, c'est clairement le contrôle des espèces nuisibles, donc surtout les insectes. Il y a énormément d'insectes qui peuvent être néfastes pour nos cultures, comme les limaces, entre autres. Puis les couleuvres, les salamandres et les grenouilles, ils vont manger des grandes populations d'insectes nuisibles, dont les limaces, pendant la saison là, agricole. Donc, les avoir sur son terrain, c'est des gros avantages. Puis en plus, les couleuvres vont attirer les oiseaux de proie, parce que les oiseaux de proie vont s'alimenter des couleuvres. Puis une fois qu'on a des oiseaux de proie sur son terrain, ceux-ci vont permettre le contrôle des rongeurs nuisibles, comme les rats. Donc, il faut apprendre à travailler avec l'herpétophore. La présence de plusieurs prédateurs, comme les belettes, le vison ou le renard, qui consomment des grandes quantités de souris, campagnols ou rats, contrôle les niveaux de population et diminue ainsi les risques de dommages au niveau des bâtiments, des cultures ou des élevages. À titre d'exemple, une étude réalisée en Europe mentionne qu'une seule belette peut consommer sur une base annuelle
de 2000 à 3000 petits rongeurs. Les chauves-souris en milieu agricole, même si elles peuvent être discrètes parfois, sont de véritables alliés pour l'agriculture. Elles jouent un rôle fondamental dans l'écosystème parce que toutes les espèces de chauves-souris qu'on a au Québec, donc les 8, sont insectivores. Donc, dans leur régime alimentaire, elles vont consommer notamment des insectes ravageurs des cultures, par exemple la pyrale du maïs, chrysomèle rayée du concombre, le ver gris-noir et le carpocaps. Donc, c'est vraiment important de favoriser leur présence, de leur donner un habitat où ils vont pouvoir contribuer au contrôle de ces insectes-là dans nos champs. Au même titre que les chauves-souris, les oiseaux champêtres peuvent également contribuer au contrôle des insectes ravageurs dans les champs. D'ailleurs, ça a été prouvé dans certaines études qu'à proximité des haies agroforestières où il y avait une présence accrue d'oiseaux, il y avait un meilleur contrôle des insectes ravageurs dans les champs à proximité. D'ailleurs, les oiseaux en période de nidification en milieu agricole sont majoritairement insectivores, ce qui aide également au contrôle de ces ravageurs. Et si vous invitez notamment des oiseaux de proie comme la cresserelle d'Amérique, ça peut faire fuir ou mieux contrôler en fait les populations d'oiseaux noirs là, dans les champs qui sont parfois moins désirés dans des productions comme le maïs sucré ou les petits fruits. Un conseil pratique pour les agriculteurs, ça serait de créer des aménagements fauniques pour les amphibiens et les reptiles. C'est assez simple, dans le fond, on parle beaucoup de corridors écologiques. Le but, c'est d'avoir une zone hétérogène. Donc, éviter seulement des grandes cultures d'une seule espèce. Ça peut être de planter des arbres sur son terrain, ça peut être de protéger ses cours d'eau pour les amphibiens et reptiles. Si vous avez des fossés agricoles, peut-être planter des arbres autour. Ça crée des haies brise-vent, puis ça avantage en fait les amphibiens et les reptiles. Puis sinon, ça serait de créer des aménagements carrément comme des hibernacles à couleuvres où est-ce qu'ils vont pouvoir passer l'hiver. Souvent, on a déjà le matériel sur son terrain, c'est des débris en fait rocheux ou des débris ligneux qu'on peut enterrer dans le sol. Donc des accumulations de roches enterrées pour leur permettre d'aller s'enfouir durant l'hiver. Maintenir ou aménager des zones de bordure végétalisées, telles que des haies brise-vent, des bandes riveraines ou des îlots boisés qui créent des milieux diversifiés, propices pour la présence et les déplacements de plusieurs espèces fauniques. Des amoncellements de pierres, de bois ou des haies denses, non entretenues, constituent des abris pour les belettes et le vison et sont des voies de circulation qui les protègent des prédateurs naturels des oiseaux de proie. Ce qu'on veut sur la ferme, c'est une biodiversité fonctionnelle de nos différents groupes de pollinisateurs, de prédateurs et de parasitoïdes. Pour ça, on doit avoir une diversité d'aménagements sur la ferme. Donc, des bordures enherbées qu'on laisse longues à la fin de l'été pour que nos prédateurs qui marchent puissent revenir dans ces bordures-là hiberner. Des bordures de fleurs tout au long de la saison pour soutenir les besoins des pollinisateurs, des prédateurs, des parasitoïdes. Et aussi des haies brise-vent qui vont protéger du vent et qui vont aussi servir de site d'hibernation. On parle de 200 à 400 mètres à l'hectare de ces aménagements-là sur une ferme pour que ça soit dans l'optimum pour les différents besoins des pollinisateurs et des groupes d'ennemis naturels. Pour favoriser la présence de chauves-souris sur vos terres, il y a vraiment plusieurs avenues qui peuvent être prises, notamment de préserver les cours d'eau avec les bandes riveraines et aussi les milieux humides. Donc ces milieux-là vont générer une quantité quand même considérable d'insectes qui va garnir leur garde-manger, donc ça va leur assurer une alimentation constante. Également de cohabiter avec elles, donc si elles sont présentes dans un bâtiment, de ne pas chercher à les chasser. Il y a très peu de nuisances là, qui est associée à la cohabitation avec les chauves-souris. Évidemment, il ne faut pas qu'elles soient dans une pièce de vie, mais souvent elles vont s'installer dans des endroits où on fréquente peu ou pas. Donc il y a vraiment une cohabitation qui est possible à ce niveau-là. Puis dernièrement, ça serait d'installer des structures qui peuvent les accueillir pendant la période de reproduction. Donc on va parler de dortoirs à chauves-souris. Donc c'est des espèces de grosses boîtes qui sont souvent de couleur foncée pour capter un maximum de chaleur. Et généralement, il faut favoriser un dortoir qui est de plus grande dimension. Par exemple, un dortoir à 4 chambres. La température interne sera donc plus stable, donc va moins être chaude rapidement, moins froide rapidement. Donc en période de canicule, il y a moins de chances de mortalité, par exemple. Donc c'est vraiment des endroits qui vont accueillir des colonies de maternité où ils vont pouvoir se reproduire. Puis ces milieux-là sont de plus en plus rares. En milieu naturel, ces chauves-souris-là
peuvent utiliser des chicots, donc des arbres qui sont morts toujours debout avec de belles cavités. Mais évidemment, avec notre gestion des forêts, les arbres de ce type-là sont de plus en plus rares, encore une fois. Donc, c'est important de leur donner des lieux de remplacement, comme les dortoirs peuvent le faire. À savoir que les dortoirs peuvent être longtemps inhabités. Ça prend un certain moment avant d'avoir du succès. Parfois, on n'en a pas, mais sinon, ça fait un outil de sensibilisation. Puis, après quelques années ou voire même l'été suivant, ça peut fonctionner. Un conseil que je peux donner pour favoriser la présence des oiseaux champêtres à la ferme, ce serait de, lorsque possible, changer sa gestion des fauches des prairies. Donc souvent, on va recommander de retarder la première fauche des prairies jusqu'au 15 juillet. Et ça permet aux oiseaux champêtres comme le goglu des prés, la tournelle des prés, qui nichent directement dans le champ, de pouvoir mener leur nichée à terme en toute sécurité. En fauchant à partir du 15 juillet, ça permet aux jeunes d'être mobiles à ce moment-là puis de pouvoir s'en aller lorsque la machinerie passe. Et ça contribue à diminuer de beaucoup le taux de mortalité. En conclusion, pour favoriser la biodiversité, préserver et revégétaliser les bordures terrestres et Un riveraines. des messages clés que je crois qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en comprenant qu'il faut laisser à la nature son espace, qu'ensuite la nature peut également nous redonner, que ce soit sous la forme de services qu'elle nous rend pour la production agricole, que juste en bien-être, parce que je pense que tous les producteurs et productrices agricoles sont des gens qui aiment profondément la nature, qui travaillent avec la nature. Donc de pouvoir l'observer facilement sur la ferme, c'est toujours un point positif. Le mot-clé à retenir ici, c'est que les amphibiens et les reptiles sont aucunement dangereux pour les humains. Il faut apprendre à travailler avec eux. Parce que la biodiversité en milieu agricole, c'est une richesse. Donc il faut le voir comme une richesse. Il faut le voir comme nos alliés. Donc favoriser leur présence va apporter des gros avantages dans les zones agricoles.